Choc, la Russie est en feu. Des centaines de drones ont peint le ciel en rouge. La défense aérienne n'arrive pas à faire face. Les Russes détruisent leur propre équipement. Pendant ce temps, l'Ukraine sauve le monde. Nous allons aider dans la guerre au Moyen-Orient. Zelensky est prêt à partager ses avancées, mais il n'a pas l'intention de reporter les négociations non plus. La réunion trilatérale aura lieu. La date a été fixée. La pression sur Moscou doit augmenter. Le chancelier allemand est déterminé à accentuer la pression en frappant fort. Le dictateur va-t-il enfin céder cette fois-ci? Analysons ce qui se passe en ce moment. Bonjour, ici Ukraine Today. Maria Ferofanova avec les dernières actualités. Des drones ont massivement attaqué Novorossiysk. Au moins 5 navires militaires ont été endommagés. Il y a des morts et des blessés parmi les occupants. Lors de l'attaque, selon les estimations de la défense aérienne, environ 200 drones d'attaque ont été utilisés. Il est à noter que les dégâts subis par certains navires se sont révélés très importants. Il est probable qu'il s'agisse du dragueur de mines Valentin Picul. La frégate de classe Admiral Grigorovitch, un porte-missile calibre, a probablement été détruite. Les analystes l'ont identifié à partir d'images satellites après l'attaque du port de Novorossiysk. La puissante défense aérienne russe a tellement tenté d'abattre les drones qu'elle a détruit son propre hélicoptère. Un hélicoptère militaire russe Mi-8 a été abattu par la défense aérienne dans le hameau de Dudki dans la région de Rostov. Les 3 membres d'équipage n'ont pas survécu. Plus tôt, les e-publics militaires russes avaient rapporté, sans donner de détails, que l'hélicoptère russe avait été abattu lors d'opérations de défense aérienne contre des drones ukrainiens. Le gouverneur est resté silencieux sur l'abattage de l'hélicoptère et la mort des 3 militaires, déclarant qu'aucun civil n'avait été blessé. Le canal Telegram ProGair Fighter Bomber a confirmé la perte de l'équipage du Mi-8. Selon ce canal, une commission d'État travaille sur le site du crash et établira les causes et les circonstances de la catastrophe. L'Ukraine aidera les pays d'Europe de l'Est à se défendre contre les attaques de drones iraniens, mais cela ne doit pas affecter la capacité de défense de l'armée ukrainienne. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Le chef de l'État a déclaré qu'il avait tenu une réunion sur la situation au Moyen-Orient et dans la région du Golfe Persique. Les participants ont discuté des défis pour l'Ukraine, pour les partenaires ukrainiens, ainsi que des opportunités d'aider à protéger des vies. Zelensky a rappelé qu'il s'était déjà entretenu avec les dirigeants des Émirats arabes unis, du Qatar, de la Jordanie et de Bahreïn. Il y aura également des discussions avec le dirigeant du Koweït et d'autres États de la région. Tous ces pays partagent un défi commun, les drones Shahad iraniens. Selon le président, Téhéran a déjà utilisé plus de 1400 drones d'attaque. Il a chargé le ministre des Affaires étrangères, Andrej Sabiham, en collaboration avec les services de renseignement, le ministre de la Défense, Mikhail Fedorov, le commandement militaire et le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense, Rustem Umerov, de préparer des options de soutien pour les États concernés et de fournir une assistance de manière à ce que cela n'affecte pas la capacité de l'Ukraine à se défendre contre la Russie. Nos militaires disposent des capacités nécessaires. Des experts ukrainiens travailleront sur place et les équipes sont déjà en train d'organiser cela. Et nous sommes prêts à aider à protéger la vie, à protéger les civils et à soutenir de réels efforts pour stabiliser la situation et rétablir en particulier une navigation sûre dans la région. Les drones ukrainiens P-100 pourraient fermer le ciel au-dessus de Dubaï. Les États-Unis et les pays du Golfe Persique envisagent de les acheter pour lutter contre les drones Shahab iraniens. Au Moyen-Orient, les systèmes Patriot sont utilisés non seulement pour intercepter des missiles balistiques, mais aussi pour abattre des drones Shahab. Cela intervient alors que l'Iran dispose encore d'au moins 1000 missiles balistiques en réserve. Les drones coûtent beaucoup moins cher que les missiles Patriot, donc face au vaste stock de drones de l'Iran, la région recherche des solutions de défense aérienne plus abordables. La réunion avec les délégations de la Russie et des États-Unis pourrait être reportée. Un nouveau cycle de négociations entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, prévu à Abu Dhabi cette semaine, n'a pas été annulé. Mais il pourrait être reporté en raison de l'escalade au Moyen-Orient et de la fermeture de l'espace aérien des Émirats arabes unis, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La réunion était prévue pour la période du 5 au 8 mars, approximativement du 5 au 6 mars à Abu Dhabi. Pour l'instant, en raison des hostilités, nous ne pouvons pas confirmer que la réunion aura lieu précisément à Abu Dhabi.
Néanmoins, personne ne l'a annulé. Le président a souligné que cette réunion doit avoir lieu. Il a noté que l'Ukraine soutient ces négociations, selon Zelensky. S'il n'est pas possible d'organiser les pourparlers à Abu Dhabi en raison de la situation sécuritaire, il existe d'autres lieux où de telles réunions ont déjà eu lieu. S'il y a des difficultés avec Abu Dhabi à cause des missiles et des drones, alors je pense que nous avons les lieux en Turquie et en Suisse qui ont déjà fonctionné et permis à tous de nous réunir. Nous soutiendrons assurément l'un de ces 3 lieux pour la réunion. Nous attendons une réponse de la part de nos partenaires. Plus tôt, le porte-parole du président russe, Dmitry Peskov, répondant à une question sur l'éventuel impact de frappes américaines contre l'Iran sur le processus de paix en Ukraine, a souligné que la Russie continue d'apprécier les efforts de médiation des États-Unis. Dans le même temps, il a ajouté que Moscou ne fait confiance qu'à elle-même avant tout et qu'elle sera guidée par ses propres intérêts. Le chancelier Merz a appelé à une pression accrue sur Moscou. Lors des discussions, Merz a déclaré qu'il était nécessaire d'accroître la pression sur Moscou afin de faire avancer les négociations avec la Russie. La Russie fait traîner les choses et, ce faisant, agit contre la volonté du président américain. Aujourd'hui, j'ai appelé à une pression accrue sur Moscou. Selon lui, seule la pression de Washington peut contraindre la direction russe à faire des concessions. Le conseiller a ajouté que l'Europe doit participer activement aux négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine qui se déroulent sous médiation américaine. Trump sait que seule une paix soutenue et légitimée par l'Europe pourra véritablement durer sur le long terme. Il sait également que la contribution de l'Europe à la sécurité, à la reconstruction et à l'intégration européenne de l'Ukraine sera tout simplement indispensable pour cette paix. Après la rencontre avec le président Donald Trump, Merz a souligné que l'Europe n'autorisera pas la conclusion d'accords sur l'Ukraine sans que sa position soit prise en compte. Il n'y aura pas d'accord sans la participation des Européens. L'Europe s'arme. La Pologne cherchera à se doter de ses propres armes nucléaires et à approfondir la coopération avec ses alliés, en particulier avec la France. Une coopération potentielle avec Paris pourrait inclure des entraînements conjoints et le déploiement temporaire de chasseurs Rafale français capables de transporter des armes nucléaires dans d'autres pays européens. Tous les détails dans le prochain reportage. Des pays à travers toute l'Europe travaillent actuellement à renforcer de manière significative leurs mesures de sécurité nucléaire. La Pologne prépare une alliance historique avec la France qui devrait changer la carte nucléaire de l'Europe. Le Premier ministre Donald Tusk a déclaré que Varsovie ne souhaite plus rester spectatrice en matière de sécurité stratégique. La Pologne est bien consciente que la menace provenant de la Fédération de Russie est assez importante. Cette menace provient principalement de la région de Kaliningrad. Cette menace est également causée par les risques potentiels venant du territoire biélorusse. Et la Pologne, au lieu de se moderniser et de se réformer comme l'Alliance de l'Atlantique Nord, l'OTAN, recherche avant tout un effet placebo. Des négociations sur un éventuel format de coopération sont en cours, plusieurs pays européens étant intéressés par le renforcement de la défense collective. Plus tôt, le président français Emmanuel Macron a proposé d'élargir le système de dissuasion nucléaire français en l'ouvrant à des partenaires. On s'attend à ce que la question de la coopération nucléaire devienne l'un des sujets clés lors du prochain sommet à Paris. Le nombre de pays qui souhaiteront au moins avoir une base sur leur territoire. Le nombre de pays où les armes nucléaires de la France, du Royaume-Uni ou des États-Unis pourraient être stationnées va bien sûr augmenter. Et des pays comme l'Allemagne pourraient même se permettre leur propre programme nucléaire et la création de leurs propres armes nucléaires. Par conséquent, naturellement, le nombre de ces pays ne fera qu'augmenter. Mais je me répète, les armes nucléaires sont un outil de destruction qui, malgré toute leur puissance destructrice et leurs menaces, ne sont rien de plus qu'un effet placebo dans une guerre conventionnelle. L'initiative française prévoit diverses formes de coopération, allant des exercices conjoints et des démonstrations de capacité jusqu'au déploiement de l'aviation stratégique française sur le territoire de ses alliés. Paris estime que la dispersion de telles forces sapera les calculs d'un adversaire potentiel et renforcera le niveau global de la défense de l'Europe. C'est un coup porté à la réputation et cela exercera une pression sur la Russie.
Rien que par le fait que des pays qui auparavant n'envisageaient pas de posséder leurs propres armes nucléaires ou d'accueillir des armes nucléaires d'un pays tiers sur leur territoire y réfléchissent désormais. C'est l'effet de toute la stratégie géopolitique que le Kremlin a choisi ces derniers temps. Depuis des années, Poutine fait chanter le monde entier avec la menace d'une frappe nucléaire, car il ne lui reste plus d'autres leviers d'influence. Plus tôt, le dictateur a accusé la France et le Royaume-Uni de préparer le transfert d'armes nucléaires à l'Ukraine. L'armée russe subit une défaite en Ukraine et en même temps, la fièvre nucléaire se propage en Europe avec de plus en plus de pays souhaitant posséder des armes nucléaires. C'est un échec total de toute la stratégie de politique étrangère du Kremlin. Bien sûr, cela exercera une pression sur sa réputation parce que le Kremlin sera impuissant à y faire face et sera incapable de l'empêcher de quelque manière que ce soit. Tout ce qu'il peut faire, c'est regarder ce processus se dérouler. La France possède le 4e plus grand arsenal nucléaire au monde. Plus tôt, Macron a annoncé une mise à jour de la doctrine nucléaire. Paris a l'intention d'augmenter le nombre d'ogives nucléaires et cessera également de publier des informations détaillées sur ses stocks. Il existe des chiffres officiels qui peuvent se compter en milliers de missiles ou en dizaines ou en centaines. Mais encore une fois, tout cela est une information hautement classifiée et seules les données avantageuses pour ces gouvernements sont rendues publiques. Personne ne sait vraiment combien d'ogives prêtes au combat chaque pays possède réellement et c'est très important. Les ogives prêtes au combat, combien ont été produites, combien sont en stockage et combien sont en service actif. Macron a également annoncé que le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins français de 3e génération prendra la mer en 2036. L'Ukraine doit maintenir des troupes près de la Transnistrie. La Moldavie a surpris tout le monde avec une déclaration. La Transnistrie, avec un contingent russe limité, est restée un territoire non contrôlé par la Moldavie pendant de nombreuses années. Des services de renseignement hostiles opèrent sur le territoire de la Transnistrie, organisant des attentats terroristes en Ukraine. En particulier, ils recrutent des citoyens via les réseaux sociaux. Tous les détails à suivre. Les troupes russes en Transnistrie représentent une menace potentielle de déstabilisation pour l'Ukraine. C'est pourquoi Kiev devrait maintenir ses forces près de la frontière. C'est ce qu'a déclaré l'ancien ministre moldave de la Défense, Vitali Marinuta. Pour l'Ukraine, les troupes russes en Transnistrie ne sont plus un facteur inerte. Elles sont considérées comme une plateforme potentielle de déstabilisation. L'Ukraine devrait garder ses troupes près de la Transnistrie, par précaution. Même avec des capacités limitées, leur importance reste politique et stratégique. La soi-disant République moldave pridnestrovienne est un quasi-État non reconnu sur le territoire de la Moldavie. Elle couvre toute la partie moldave de la rive gauche du Dniestre et possède une petite enclave sur la rive droite. Malgré son absence de reconnaissance, cette pseudo-république est gouvernée par ses propres autorités et s'appuie sur des unités des soi-disant forces de maintien de la paix russes. C'est la seule chose qui a permis à la Transnistrie d'exister jusqu'à présent. Comme beaucoup d'autres conflits gelés dans l'espace post-soviétique, la Transnistrie a été délibérément créée par la Fédération de Russie afin d'exercer une pression continue et stratégique à la fois sur la Moldavie et sur l'Ukraine. La Transnistrie, avec un contingent russe limité, est restée un territoire hors du contrôle de la Moldavie pendant de nombreuses années. C'est-à-dire que d'une part, c'est évidemment un moyen de faire pression en permanence sur la Moldavie, mais d'autre part, cela signifie la présence de troupes russes, littéralement dans le sud de l'Ukraine, près de la ville stratégique d'Odessa. Vitali Kulik, chef du laboratoire de lutte contre la désinformation à KNAE, l'explique ainsi. Des agences de renseignement hostiles opèrent sur le territoire de la Transnistrie, organisant des attentats terroristes en Ukraine, notamment en recrutant des citoyens via les réseaux sociaux. La Transnistrie, occupée par la Russie, est devenue une menace potentielle pour l'Ukraine. Depuis 2014, la Russie utilise la Transnistrie comme base pour mener des sabotages informationnels et a même envoyé des groupes de sabotage. En 2014 à Boudjik et en 2022, ils ont tenté de débarquer des troupes à Odessa. Des représentants des forces politiques pro-russes se sont réfugiés en Transnistrie pendant l'Euromaïdan. Selon l'expert, c'est en Transnistrie que sont administrés les canaux Telegram pro-russes les plus toxiques, qui recrutent des Ukrainiens pour commettre des actes terroristes contre de l'argent. Ils trouvent des jeunes et leur apprennent à fabriquer des explosifs. De telles opérations sont supervisées par des officiers du GRU ou du FSB.
c'est dangereux. Il y a environ 1500 soldats russes sur place, susceptibles de causer des problèmes. On compte également 8000 militaires dans ce qu'on appelle l'armée transnistrienne et 1000 autres dans les services spéciaux. Cela pourrait constituer une menace potentielle. Ils possèdent un système de lance-roquettes multiples, 6 chars, des véhicules blindés de transport de troupes, des armes légères et ils savent comment les fabriquer. En décembre, les médias ont rapporté que le risque d'infiltration de groupes de sabotage et de reconnaissance russes en Ukraine depuis le territoire de la Transnistrie avait augmenté. Le Kremlin aurait ainsi voulu détourner une partie des ressources ukrainiennes pour contrer les menaces émanant du territoire de la soi-disant République populaire démocratique de Malaisie. Il a été noté que sur le territoire de la Moldavie, temporairement occupé par la Russie, la soi-disant PMR, les activités de mobilisation avaient été intensifiées. Les formations militaires de la République non reconnues convoquent des réservistes et des armes sont sorties des dépôts de stockage. De plus, selon certains rapports, une production de drones a été mise en place dans la PMR pour servir les intérêts des occupants russes et des centres de formation pour opérateurs de drones ont été ouverts. Par conséquent, il est évidemment dans l'intérêt de l'Ukraine d'éliminer cette plaie purulente qui se développe depuis longtemps et qui doit être éradiquée. C'est pourquoi l'Ukraine soutient pleinement l'intégrité territoriale de la Moldavie. Le retrait des troupes russes de Transnistrie est possible, mais cela prendra du temps. L'Ukraine souhaite s'assurer qu'à terme, tout cela soit éliminé. Bien sûr, l'Ukraine ne peut pas faire cela seule. Cela devrait avant tout être fait par la Moldavie, d'une manière ou d'une autre, mais l'Ukraine peut apporter tout le soutien possible. En d'autres termes, à terme, l'objectif stratégique de l'Ukraine est l'élimination de la Transnistrie en tant que phénomène, afin qu'il n'y ait ni troupes russes, ni influence russe, ni force pro-russe là-bas. Une résolution complète du conflit est attendue après la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré aux médias moldaves l'ambassadeur de Moldavie en Ukraine, Viktor Kirill. C'est réalisable. Nous devons rester optimistes. Il est évident que la résolution finale de ce conflit dépend en grande partie de la manière dont la guerre catastrophique déclenchée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine se terminera. Mais en même temps, nous avons notre propre agenda interne. Quelles que soient les circonstances, il n'y aura absolument aucun déclenchement de guerre dans la soi-disant région de Transnistrie et l'Ukraine veillera à ce que cette entité géopolitique soit complètement et définitivement éliminée. La question du retrait des troupes russes de Transnistrie reste essentielle pour la sécurité tant de la Moldavie que de l'Ukraine. Mais cette question ne peut pas être résolue rapidement. Elle suit une logique claire et possède de véritables prérequis pour une progression graduelle. Le processus est réel, bien que long. Naturellement, la question se pose, comment cela peut-il être fait? Pour l'instant, les principales méthodes sont la pression économique. Mais est-il possible de le faire sans aucune opération militaire? Et l'Ukraine participera-t-elle à une telle opération militaire? Tout cela reste pour l'instant une question ouverte. Pour le moment, rien de tel n'est prévu. Mais il ne faut jamais dire jamais. En tout cas, la Transnistrie est effectivement une région stratégiquement très dangereuse pour l'Ukraine, donc l'Ukraine sera toujours intéressée à l'éliminer. Poutine sera le prochain. Le dictateur du Kremlin est paniqué par la peur de la trahison et d'un coup d'État venant de son propre entourage. L'escalade est survenue après l'élimination de son ami, l'ayatollah Khamenei. Les soupçons des chefs du bunker sont-ils justifiés? Voyons voir. Le point faible de Poutine a été trouvé. Honnêtement, je ne veux même pas commencer à envisager une telle malheureuse possibilité. Je n'en ai vraiment pas envie. Eh bien, ils en discutent déjà ouvertement en même temps, monsieur. Trump, MCA, Netanyahu. J'ai entendu tout ce que vous dites, Sunni, mais je ne souhaite même pas en discuter davantage. Le renversement éclair de deux alliés russes, Maduro et Khamenei, a sérieusement effrayé le dictateur du Kremlin. La plupart des gens sont déjà morts. Nous avions un groupe en tête et ils sont morts. Et maintenant, nous avons un autre groupe. Peut-être qu'ils sont morts, eux aussi, à en juger par les rapports. Donc je pense qu'une troisième vague arrive. Paranoïaque, Poutine se rend compte que le même sort l'attend bientôt. Poutine sème la destruction autour de lui, qu'elle soit politique ou physique. C'est la première chose. Ensuite, eh bien, vous savez, c'est vraiment très similaire au jeu de société classique, bataille navale. Il ne reste plus qu'une seule case à rayer. À Moscou, ils essaient de comprendre comment réagir davantage au comportement imprévisible de Trump. Si de véritables réformes patriotiques ne commencent pas maintenant en Russie, la situation deviendra tout simplement imprévisible. Un à un, nos alliés sont systématiquement détruits.
Il est clair qui sera le prochain et il est clair ce que signifient des négociations avec un tel ennemi. Depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, le Kremlin a évité de critiquer ouvertement les États-Unis ou son président. Mais maintenant, tout le monde a peur pour sa propre peau. Ici, bien sûr, on peut exprimer une profonde déception que, malgré les informations sur des progrès significatifs dans ces négociations, la situation est tout de même dégénérée en une agression directe. Les propagandistes admettent ouvertement que la Fédération de Russie pourrait être la prochaine après l'Iran. J'évalue les perspectives de ce qui va se passer. Je comprends très bien quel sera le prochain problème. Pour nous, avant tout, il y a une question qui m'inquiète. Quand viendront-ils après nous ou ont-ils déjà commencé? Et nous comprenons que lorsqu'ils parlent de l'Iran, ils parlent aussi de la Russie. Ils vont désormais nous traiter de la même manière. Ils frapperont la Russie encore plus durement. Ce meurtre a clairement touché deux instincts de Poutine, sa paranoïa concernant sa longévité et sa survie politique portée par son désir de vaincre l'Ukraine. Cette fois, Poutine a commenté la situation au Moyen-Orient hors caméra. Mes sincères condoléances pour l'assassinat du guide suprême de la RI, Ali Khamenei. C'est une violation flagrante des normes morales et du droit international. Cependant, il est à noter que Poutine n'a pas nommé les pays responsables de l'assassinat. Les Russes eux-mêmes perçoivent cela comme une situation où Poutine n'a rien à dire. Et cela est largement perçu par beaucoup comme un signe évident de faiblesse. La nation russe risque d'être la prochaine et Vladimir Poutine lui-même sera la prochaine cible. Et quand ils disent Dans les cercles russes, la mort de Khamenei a suscité des comparaisons avec le renversement d'un autre dictateur que Poutine appelait également un ami. Monsieur respecté, Kadhafi, chers collègues et amis libyens, c'est un grand plaisir pour moi de vous adresser une fois de plus un accueil très chaleureux et sincère ici à Moscou. À l'époque, il n'avait pas peur de parler aux journalistes et ne cachait pas ses émotions. En 2011, la mort de Kadhafi a véritablement mis Poutine en rage. Ils l'ont tué et son cadavre a été montré sur toutes les chaînes de télévision du monde. C'est impossible à regarder sans éprouver du dégoût. Il a ensuite refusé de régler les conflits militairement, comme en Libye. Le meurtre d'une personne est, en général, un crime terrible. Des groupes armés qui essaient de résoudre des questions politiques internes par la force des armes. 3 ans plus tard, le cannibale du Kremlin allait faire la guerre dans le Donbass, puis chercher à occuper toute l'Ukraine par des bombardements et des massacres. Des accords sur cette question sont imposés par le biais des forces armées afin d'atteindre cet objectif, à savoir la démilitarisation. Nous n'autoriserons pas la présence de forces armées en Ukraine qui représentent une menace du point de vue de la Fédération de Russie et de son peuple. Au fil des années, Poutine est devenu de plus en plus isolé de son entourage. Pendant la pandémie de coronavirus, il s'est caché dans un bunker. Il apparaissait rarement en public et les agents du FSO devaient se mettre en quarantaine. Désormais, il a trahi tous ses amis et camarades à qui il avait promis son aide. Et maintenant, la seule chose qu'il reste entre les mains du majordome déséquilibré, ce sont les armes nucléaires. L'élimination de Poutine est absolument légale, Béa. Cela semble plutôt prometteur. C'est probablement la manière la plus rentable et la plus simple de mettre enfin un terme définitif à la guerre en cours en Ukraine. Les intrigues de palais s'intensifient. Le Venezuela et l'Iran ont démontré à quel point les traîtres peuvent infiltrer le cercle restreint des dictateurs. Poutine est un lâche et il procède à des purges. Il craint et il leur murmure une fois de plus à l'oreille qu'à la place de l'Iran et du Venezuela, cela aurait pu être eux. Mon bureau a été détruit suite à une attaque du régime israélien. Je sens une odeur de gaz. Je devrais quitter ce bâtiment. Si le chef du régime n'a pas l'intention d'organiser une transition du pouvoir, les hauts fonctionnaires et les groupes d'élite pourraient commencer à envisager leur propre stratégie pour un tel scénario. Aujourd'hui, quelqu'un a dit « Eh bien, le président veut faire cela très rapidement. Il finira par s'en lasser, mais pas moi. » News. Et l'opération militaire israélienne contre l'Iran touchera assurément la Russie et Poutine. Tout ne fait que commencer. Les dictateurs quittent le pouvoir soit pour aller en prison, soit pour aller dans la tombe.
C'est tout pour le moment. Restez avec nous pour être les premiers à savoir ce qui se passe en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton « J'aime ». À bientôt.